Bienvenue à notre deuxième édition du Book Club aujourd'hui. On va vous parler de Rick Rubin, la légende. Je suis en compagnie de Mathieu. Fait qu'on va parler aujourd'hui du livre The Creative Act, A Way of Being. Donc, c'est un livre qui parle de créativité. Donc, pourquoi c'est important la créativité? Ben, dans un podcast qui s'appelle Mindset de croissance, quand on vise tout le temps un développement personnel important, tout le temps à viser une progression, ben, l'aspect créatif rentre en ligne de compte pour trouver des nouvelles idées, trouver des nouveaux projets, trouver surtout des bonnes idées, des trucs qu'il n'y a jamais personne d'autre qui a pensé, puis qu'on peut appliquer à nos vies respectives. Et dans le fond, l'auteur de ce livre-là, c'est Rick Rubin. Donc, c'est un producteur de musique. Donc, lui, le livre est plus axé sur l'industrie musicale, mais ça parle beaucoup de créativité puis d'art en général. Donc, juste faire une petite présentation rapide sur Rick Rubin. Je ne sais pas si tu avais vu une photo, Mathieu. Hey, attends. Je veux parler, je veux m'introduire dans OK, l'épisode vas-y, là, avant. Là. Tu vas trop vas-y, vite. Là. toi. Là, Ouais. là, Book Club épisode 2. J'espère que vous avez aimé le premier épisode. J'espère que vous êtes excités pour le deuxième épisode. J'espère que ce Book Club, ça vous amène de la valeur ajoutée parce que vous n'avez pas lu le livre, mais vous allez apprendre les concepts les plus importants, puis le message, là, le fil directeur important du livre. Puis peut-être ça va même vous encourager à aller en apprendre plus sur Rick Rubin ou sur son Mm. livre puis son travail. Fait que je suis vraiment content qu'on puisse faire ça. Puis je pense que c'est un concept vraiment intéressant. Tu sais, premièrement, pour nous, ça nous amène à lire plus, puis à plus s'informer sur certaines choses, puis à partager des choses, puis à concrétiser ces apprentissages-là, puis les choses qu'on apprend. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à nous donner du feedback là, sur ce genre d'épisode-là, puis à nous dire, là, tu sais, si vous aimez ça, si vous aimez moins ça, comment on pourrait s'améliorer. On est toujours prêt à Mindset Croissance, faire mieux. Euh, Rapidement, Creative Act, Way of Being, j'ai aucune idée, je connais pas Rick Rubin, j'ai déjà vu sa photo, on va le voir à la prochaine slide, il a l'air légendaire cet homme-là, mais je suis vraiment intéressé parce que, encore une fois, quand on va être entrepreneur, comme on a vu à l'autre truc, il faut essayer de créer de la richesse. Comment tu crées de la richesse? Ben, c'est un processus de création. Comment tu te distingues des autres? Ben, faut que tu sois original puis que tu te distingues. Puis rapidement, j'ai fait les slides selon ce que William m'avait dit d'écrire. Puis j'ai rapidement vu certains concepts qui me semblaient super pertinents et intéressants, puis même qui faisaient écho à certaines choses qu'on a vues dans le dernier livre. Fait que je suis vraiment excité là, d'en apprendre plus sur Rick Rubin puis son livre, là, William. Fait qu'on peut y aller à la Sûr. prochaine slide. Yes. All right. C'est ça. Fait que Rick Rubin, c'est qui? C'est un producteur de musique qui a gagné 9 Grammy. Les Grammy, c'est les prix qui sont remis dans l'industrie de la musique. C'est les prix les plus importants. Donc, il a gagné ça 9 fois. Il n'y a pas grand monde qui peut en dire autant. Il fait partie des les 100 personnes les plus influentes selon le magazine Time, excusez. Puis c'est le producteur qui a eu le plus de succès dans n'importe quel style musical. Fait que ça, c'est assez rare. D'habitude, on a des producteurs qui sont associés au rock, qui sont associés au rap, qui sont associés plus au blues, plus au jazz, plus à différents styles. Mais lui, il a vraiment collaboré avec plein d'artistes. Pour te donner une idée, il a collaboré dans le rock, là, avec Tom Petty, Red Hot Chili Peppers, avec Slayer dans le metal, System of a Down aussi dans le metal. Sinon, avec les rappers, c'est plus Jay-Z, Kanye West. Il a collaboré dans la musique plus pop avec Adele, avec Johnny Cash dans le country, puis avec les Beastie Boys aussi dans le rap. Donc, c'est vraiment un gars qui a travaillé dans tous les styles, toutes les sphères, avec des artistes autant masculins que féminins, avec des groupes que des artistes solos, puis dans tous les styles possibles et imaginables aux États-Unis. Euh, Puis également, c'est lui qui a été connu en 1986, qui a fait le pont entre le monde du rock et le monde du rap, avec la chanson Walk This Way d'Aerosmith, qui était déjà une chanson qu'Aerosmith avait depuis à peu près 10 ans. Mais lui, il s'est dit, on va prendre le groupe Run DMC, qui était un trio, je pense, de rappers, puis il a dit, bon, on va faire la chanson ensemble. Puis à ce jour, je pense, la version qu'ils ont faite, le remake qu'ils ont fait avec Run DMC, plus populaire que la version originale, pour Monsieur, Madame, tout le monde. Donc, c'est vraiment lui qui arrivait plus d'un background de rap dans la région de New York. Puis lui, il était là dans les années 70, fin 70, début 80, quand c'était vraiment un style qui était underground, que personne connaissait, personne ne savait c'était quoi le hip-hop en musique. Donc lui, il était vraiment dans ce milieu-là. Puis à un moment donné, il était aussi un maniaque de musique rock. Fait qu'il a essayé de faire le pont entre les deux. C'est pour ça que les artistes avec qui il a travaillé, c'est énormément varié, parce qu'il aime beaucoup de styles de musique. Donc, il a autant travaillé avec Slayer, que c'est un gros groupe de métal, qu'avec Jay-Z, que c'est un rapper fin des années 90, début 2000. Là. Donc, c'est la courte présentation que je ferai sur Rick Rubin. Et aussi, ce gars-là est vraiment associé à la créativité parce que souvent, quand il va collaborer avec un artiste, il arrive, puis lui, il veut pas
interférer dans le processus de création, mais lui, il prend énormément de notes, il enregistre beaucoup d'informations, puis à un moment donné, il sort ses idées, puis c'est là vraiment que les artistes voient une différence dans leur processus de création, où Rick Rubin, c'est vraiment un hit maker assuré, là. C'est lui qui est en mesure de prendre une chanson qui aurait été ordinaire, puis le rendre un hit. Et donc, la créativité, pourquoi je veux parler de ce livre-là? C'est parce que la créativité, c'est une part importante de nos vies, comme Mathieu le dit, dans l'entrepreneuriat, dans soit le monde de la musique, comme moi je fais partie, dans les arts en général, super important la créativité. Puis l'art et la création, ça se retrouve partout. Hein? Vous allez au magasin, puis ça prend de la création, ça prend de l'art pour, euh, pour juste façonner notre société en général. Donc, c'est partout. Donc, pour moi, c'était super important de lire ce livre-là, surtout que c'est un producteur musical à succès que je respecte énormément. C'est ça, on peut enchaîner. All right. Donc la façon qu'on va procéder pour ce book club-ci, c'est que j'avais une dizaine de points que je voulais passer avec Mathieu, juste pour faire un peu un résumé du livre, parce que le livre, c'est beaucoup de concepts différents qui passent en revue. C'est des petits chapitres de 2-3 pages, mais je pense que j'ai pris 10 concepts qui sont assez importants. Puis à la fin, j'ai 5 citations aussi vraiment qui m'ont comme vraiment marqué de ce livre-là. Donc, on va passer les points un à la fois. Donc, le premier point, c'est la créativité, c'est un mode de vie. Donc, c'est pas un talent, mais c'est une manière d'être au présent, au monde. Donc, c'est l'art d'être versus l'art de faire. Donc, souvent, on a cette tendance-là à voir un peu l'artiste, le créateur, l'entrepreneur comme une personne qui fait des choses. T'sais. Donc, l'artiste, il se lève le matin, l'artiste peintre, il va faire de la peinture. Mais souvent, qu'est-ce qui est plus important, c'est la couche en dessous qui est juste l'art d'être un artiste en général. Donc, l'aspect de dire, moi, je regarde dehors, je vois un paysage, puis là, après ça, je suis en mesure de peinturer ça, puis de le représenter à ma façon, comment moi, je l'interprète. Donc, souvent, c'est plus une question d'être un artiste que de faire les choses que l'artiste fait. Donc, évidemment, si par exemple, lui, il parlait énormément de musique, donc si on est un musicien, c'est sûr qu'il faut jouer de la guitare, mais à un moment donné, c'est plus une question de dire comment moi, je vois la société autour de moi, comment je vois les gens évoluer, comment je vois la nature, les animaux. Il parlait beaucoup de nature dans son livre. Comment je peux être face à un paysage, puis comment ça peut se transposer après ça dans, ma façon de jouer la guitare, dans ma façon de chanter, dans ma façon de peinturer, dans ma façon de créer. T'sais. Donc, c'est vraiment ça qui met beaucoup l'emphase là-dessus. Puis il dit que ça s'adresse un peu à tout le monde. N'importe qui veut Mhm. être un artiste peut l'être, dans le sens où c'est plus une. C'est pas nécessairement parce qu'on fait, mais parce qu'on est comme personne. Puis les deux trucs que moi j'ai retenus principalement, c'est que ces deux choses, c'est qu'il faut être vraiment hyper sensible. C'est pas une question de dire à chaque fois qu'on voit quelque chose, on pleure, mais c'est une question d'être en symbiose avec la nature, donc avec puis là, je dis nature, mais je dis l'environnement autour de nous. Là. Si on vit dans une ville, c'est la même chose. Là. Donc, vraiment être attentif quand on va dans un endroit, quand on se promène sur la rue, quand on se promène en forêt. Tout le temps avoir un peu nos radars qui sont allumés, puis qu'on observe, puis qu'on est super analytique avec ça. Puis après ça, le deuxième point à ça, c'est euh, d'enlever un peu notre perception qu'on a d'adulte, qui est super rationnel, super analytique, puis y aller plus dans l'émerveillement comme un enfant aurait. Donc souvent, quand il allait travailler avec des groupes, il disait, tu sais, là, on n'est pas ici pour nécessairement produire un album. Même si c'est ça qu'on veut faire concrètement, c'est faut produire quelque chose. Il faut arriver avec un rendu. Mais il dit, là, pour le moment, quand on est dans le processus de création, c'est une question de jouer. On veut juste jouer. On veut être comme des enfants. Fait qu'on joue. Puis là, on joue. Puis à un moment donné, puis tu sais, quand tu es un enfant, tu joues, il n'y a pas vraiment de règlement, il n'y a pas vraiment de contraintes. Tu es juste dans le parc, puis là, tu cours à un endroit, puis là, tous les enfants sont ensemble, puis là, ils crient, ils pointent un arbre, puis là, ils vont là. Puis là, ils arrivent à l'arbre, puis là, ils font quelque chose, puis là, ils courent. Puis... Tu sais, tu observes des enfants jouer, il n'y a pas vraiment. Tu comprends rien. Tu sais, il n'y a comme pas grand-chose à comprendre. C'est juste qu'ils sont dans leur moment, ils vivent le moment présent, ils jouent, ils ont du plaisir. Donc, dans l'aspect créativité, dans l'aspect artistique, c'est vraiment ça qu'il dit de faire. Donc, c'est d'être hyper sensible, euh, euh, d'être sensible aux signes qu'on a de notre environnement. Puis après ça, d'être en mesure d'être émerveillé, un peu comme un enfant, pour être en mesure de mieux les traiter. Là, tu sais. Il y a un petit silence. Désolé, j'avais une question logistique au niveau de viande hachée qui, qui, Oh, qui m'a qui c'est m'a super fait important. éloigner, mais j'aime beaucoup comment tu présentes ça, puis ça me fait extrêmement penser à tout ce qui est de qu'est-ce qu'on a vu dans notre cours de motivation, c'est pour la motivation intrinsèque de ramener ça à une identité. Mhm. Euh, puis
c'est un partie du livre que je peux pas parler du millionnaire Fastlane, mais tu sais que lui il disait, tu sais c'est différent parce que mettons lui il dit de voir la vie comme la perspective d'un artiste, tu sais se voir comme un artiste puis d'avoir la Ouais, perspective d'être un artiste. Mais mettons lui qu'est-ce qu'il disait, c'est genre faut que tu te mettes dans la perspective d'être quelqu'un qui veut produire et non juste consommer, tu sais. Fait que c'est sûr que si ouais, tu vois la vie comme quelqu'un qui veut résoudre des problèmes puis qui veut produire des choses, qui veut être un entrepreneur, tu sais, tu t'identifies déjà comme un entrepreneur avant même de l'être, mais ça va t'aider à voir les choses, à voir les problèmes, à imaginer des idées, des solutions qui peuvent potentiellement devenir des idées d'entreprise. Puis ça m'amène aussi à, tu sais, mettons que tu es quelqu'un qui veut perdre du poids, se mettre en forme, tu sais, ou devenir bon dans n'importe quoi, si tu te vois déjà comme cette personne-là qui est en forme, qui s'entraîne, qui mange bien, ben tu vois les choses dans cette perspective-là, fait que tes choix deviennent plus automatiques, puis tout se fait plus facilement parce que tu as des systèmes, puis tu organises ta vie autour de ça. Fait que j'aimais ça, comment tu disais que quand tu veux être un artiste, il faut que la créativité devienne à ce moment-là ton mode de vie, puis tout qu'est-ce que quand tu regardes autour de toi, t'essaies d'être de le faire dans cette perspective-là, d'être un avec la nature, comme tu disais, mais j'imagine ça comme mettre des lunettes, mettons, avec un filtre différent, parce que là, tu as le filtre ça. d'être l'artiste, puis c'est comme, c'est de l'avant-plan dans ta tête, et c'est pas juste en Mhm. arrière, c'est vraiment en avant-plan, puis c'est Ça. toujours un peu présent dans tout ce que tu fais, peu importe. Ouais. Puis c'est la même chose, Et j'ai l'impression. Puis après ça, si tu penses comme ça, dans ton processus, tu vas être attiré à c'est plus apprendre sur le processus créatif, plus trouver des idées, dire ah ben ça pourrait être une idée de faire X, Y, Z, de rajouter ça dans ma chanson. Fait que tu sais, c'est la même chose si tu veux être un entrepreneur, mais tu te mets dans une perspective d'être un entrepreneur, ben tu vas vouloir écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, tu vas vouloir lire des livres là-dessus, tu vas vivre dans ton monde, tu vas comprendre ok telle compagnie, c'est comme ça qu'elle a fait son ça. argent sur le marketing, je trouvais ça intéressant comment elle a fait ça, tu sais puis comme c'est quoi le problème que le besoin que cette compagnie-là remplit, pourquoi telle compagnie a plus de succès qu'un autre. Tu sais, ça t'amène à réfléchir de point de vue de ça. Fait que je pense que c'est la même chose pour le côté créatif finalement. 100%. C'est ça qu'il dit, c'est à force de côtoyer puis de vivre avec des artistes, tu sais, c'est vraiment ça. C'est à chaque fois qu'il y a une conversation, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis tu sais, c'est pas nécessairement de tout enregistrer puis de devenir maniaque, de tout le temps être en train de prendre Mhm. des photos mentales puis d'enregistrer tout ce qu'on entend, mais des fois, c'est plus d'être alerte à j'ai entendu cette phrase-là, puis ça m'a créé une émotion à l'intérieur, ça m'a ça m'a interpellé plus qu'une conversation normale. Tu sais, j'ai entendu cette phrase-là, puis hey, ça m'a vraiment genre interpellé. Comment je peux utiliser ça? Puis on est plus des catalyseurs, on est des canaux pour tu sais, l'esprit créatif. Là, tu sais, fait on entend quelque chose, puis là, après ça, ça se retranspose dans notre art, mais fait que, ouais, c'est ça. On peut enchaîner. Excellent. Ah, ben, c'est exactement ça que je suis en train de dire, justement. Donc, les idées passent à travers de nous. Tu sais, ça prend moins d'ego, plus d'écoute intérieure. Donc, il faut créer ou évoluer sans chercher la perfection, la progression au-delà de la performance. Donc, Mindset croissance. euh, Ça, ouais, ça, c'est c'est bon. très mindset de croissance. Là, on a mieux la progression que la performance. Puis, c'est là qu'il y avait un problème dans le livre, souvent, là, qui disait la relation un peu entre le. Je mets capitalisme, mais c'est plus l'industrie de la musique en général qui est capitaliste, veut pas, tu sais, parce qu'on veut vendre des albums, on veut vendre, tu sais, on veut promouvoir des artistes, on veut faire de l'argent, c'est bien normal. Puis le processus de création. Donc, souvent, si on arrive à l'artiste et on dit hey, t'as un deadline, il faut que tu fasses un album dans 6 mois, il faut que ça soit prêt, il faut que ça soit envoyé au mix master, puis bon, que l'album soit fini, tu sais. Ben, ça met une pression énorme. Puis souvent, dans le processus de création, tu sais, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas comme un travail comme on est habitué de faire dans le mode de vie plus capitaliste où tu sais, as des tâches fixes, des trucs qu'il faut que tu fasses avec une progression. Là, c'est vraiment un peu processus de création, tu contrôles pas ça. Là. Tu peux autant écrire une chanson en l'espace de 5 minutes de A à Z, tu as ta forme, écrit la progression d'accords, les paroles, tout est écrit. Comme des fois, c'est un projet qui peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis lui, il expliquait dans le livre, je me rappelle plus c'était quel artiste, mais il dit il y avait un artiste qui travaillait super rapidement. Je pense que c'est Bob Dylan, il disait. Bob Dylan pouvait écrire une chanson en 10 minutes, ça va devenir un succès dont on va se rappeler pendant des centaines d'années. Puis après ça, il y avait un autre artiste, il dit lui, c'était super douloureux, la création, super difficile, pénible pour lui d'arriver avec des bonnes idées puis de progresser là-dedans. Donc lui, pour faire un album, ça peut lui prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je pense qu'il parlait de. Je pense que c'est Billy Joel, ça m'a bien, là. Puis Billy Joel, si on regarde sa discographie, il a fait des albums jusqu'à à peu près des années 90, de 70 à 90. Puis depuis ce temps-là, il n'a plus fait d'album justement pour ça, je pense, parce qu'il disait que c'était trop difficile pour lui de créer. C'était vraiment
pénible comme travail, puis il y avait déjà assez de hits qu'il pouvait juste continuer à faire des spectacles, rendre les gens heureux, faire les chansons que les gens connaissent, sans nécessairement se remettre dans ce processus de création-là qui était super pénible pour lui. Ça m'amène à dire que faut vraiment être alerte, faut avoir plus d'écoute intérieure, fait qu'il faut être en mesure de écouter les idées rentrer. Puis, par exemple, si on prend mon exemple, que je suis plus un parolier, donc quand j'entends quelque chose, puis je dis, ah, ok, cette phrase-là, c'est intéressant, fait que là, je l'écris, puis souvent, il faut avoir un peu moins d'ego dans le sens où il ne faut pas nécessairement rejeter tout de suite l'idée qu'on dit hey, ça c'est niaiseux, ça ira nulle part. T'sais. Des fois, il faut juste être super alerte, on prend en note la chose, puis on dit hey, pour aujourd'hui, je trouve ça vraiment épais, cette phrase-là. Je trouve pas que ça s'en va quelque part. Je pense que mon texte n'est pas bon. Mais on le garde, puis peut-être qu'éventuellement, ça va prendre une nouvelle signification demain, dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois, dans des années peut-être. Mais il faut toujours garder l'inspiration qu'on a eue, puis de l'écrire, d'être en mesure de dire, bon, ça, je pense que c'est bon, OK, on continue. C'est là que la question de progression vient vraiment en ligne de compte, c'est que faut toujours voir le travail comme pas quelque chose de parfait puis de fini. Il faut tout le temps se dire, ah, ben, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut venir améliorer. Puis quand on fait la progression comme ça, ben éventuellement, on va arriver à un travail qu'on est plus satisfait. On ne sera jamais à 100% satisfait, mais c'est sûr qu'il faut comme Mhm. continuer tranquillement, pas vite, de progresser, de progresser. Il ne faut pas se mettre dans un mindset de hey, là, il faut que je deliver pour telle date spécifiquement. Ça, c'est vraiment mauvais pour la Mhm. création. Il faut tout le temps se laisser du temps pour ça. Puis je pense que c'est un aura qu'on vient à développer. Rick Rubin l'a certainement développé, mais à un moment donné, on finit une chanson et on se dit ouais, celle-là est finie. Pas parce que on n'est plus capable d'enlever du stock, mais c'est la minute qu'on enlève quelque chose, là, on sent que oh là, c'est pas complet. T'sais. Ça, c'est quand tu as fini une chanson. Fait que si mettons, tu as tous les instruments qui jouent, ben quand tu enlèves, par exemple, une track une deuxième guitare ou un piano, tu enlèves ça, puis là, tu dis ah non, c'est moins bon que c'était là, à ce moment-là, ta chanson est finie. T'sais. Parce Mhm. que c'est facile en tant que musicien ou artiste de s'exciter un peu, si on veut, puis de tout le temps rajouter plus de stock. Tu sais, on est vraiment dans le mode capitaliste, on est vraiment axé là-dessus de tout le temps. Ah, tu sais, ça va être meilleur si on rajoute plus de stock. Mais des fois, il y a de la beauté dans la simplicité, genre, c'est ça qu'il rappelle dans son livre. Fait que, ouais, c'est ça. Non, c'est bon, puis c'est... Genre, c'est sûr, n'importe quel artiste, la seconde que sa chanson est finie ou l'album il est sorti, ben, il l'écoute, puis déjà, il est comme, ah, j'aurais changé ça, Ouais, faudrait c'est ça. changer ça. C'est ça. Fait qu'il faut que tu trouves un moyen, un moyen à un moment donné de dire, ok, c'est bon, j'ai atteint comme, tu sais, c'est bon, ça pourrait jamais être parfait, mais là, c'est un bon niveau, que je suis fier C'est de ça. ça, puis je suis prêt à le partager. Ouais. Je pense que ça Puis, peut fonctionner pour plein d'aspects, là. puis lui, il parle du monde de la création, du monde de l'art comme d'une progression d'une vie. Là. Tu sais, ça se fait sur une vie. Là. Fait que genre, il dit, le premier album que tu fais, le premier projet que tu fais, il dit, ça sera jamais à la hauteur de ce que tu veux que ça soit vraiment parce que tu commences. Puis il Mhm. dit, le meilleur moment pour commencer, c'est quand? C'est maintenant. Mhm. Puis, tu sais, faut pas que tu attendes, faut que tu commences. La minute que tu as une idée, tu commences. On sait que ça sera pas nécessairement bon. Tu sais, des génies comme les Beatles, tu sais, ça arrive une fois par 30, 40, 50 ans, tu sais, ou ça arrivera plus jamais, peut-être, tu sais. Fait que d'avoir des génies comme ça, c'est assez rare. Mais si tu veux faire de la musique, si tu veux être dans le domaine de la création, si tu veux être dans l'entrepreneuriat, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Puis la seule façon de progresser, justement, c'est si tu commences le plus tôt possible, puis que tranquillement, pas vite, tu montes les échelons, tu montes les échelles. Puis c'est de voir un peu ça comme un continuum. Fait que, si on parle en termes d'album, ton premier album, c'était une photo de ce moment-là dans ta vie. Toi, quand tu avais, par exemple, 18 ans, tu as fait ce projet-là. C'est ça que tu étais à ce moment-là. Donc, après ça, tu fais comme Adele, mettons que ses albums, c'était avec son âge, je pense que c'était Ouais. 21, 25, tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment des snapshots de elle à 21 ans, c'est ça Adele, tu sais. Fait que si tu compares avec l'album qu'elle a 25 ans après ou l'autre album qu'elle a 30 ans après, ben, c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis en art, c'est ça qui est beau, c'est que c'est jamais une question de compétition nécessairement. Il y a moins ça, tu sais. Oui, le star system, puis l'industrie musicale, l'industrie de l'art en général va mettre une pression parce que c'est associé à de l'argent au final, là, tu sais, combien d'argent que tu es capable de produire. Mais l'art en général, pour l'artiste lui-même, il ne focus pas là-dessus, il focus vraiment sur, OK, ben, à ce moment-là, c'était ça le meilleur que je pouvais faire à cet âge-là, c'était ça le meilleur que je pouvais faire. Puis de voir ça un peu comme un continuum de hey, regarde comment j'ai progressé au fil du temps. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'interpellait vraiment beaucoup avec l'art en général, c'est que, tu sais, il n'y a, pas nécessairement de compétition. Fait que, mettons, moi, je fais tel style de musique, je fais du country, ben, je me compare pas avec le rapper, tu sais, parce que c'est à des mille.
en termes de création, de musicalité, c'est vraiment pas la même chose. C'est de la même façon que tu peux avoir un musicien jazz qui joue des trucs super complexes, comme le musicien pop, mettons, qui joue de la musique super simple, mais les deux ont autant une valeur, tu sais. Ça dépend de la personne qui l'écoute, on s'entend, là, tu sais. La personne qui tripe sur le jazz va aimer ça, puis elle n'aimera pas nécessairement la chanson pop parce qu'elle va dire ah, c'est trop simpliste, mais la valeur est dans l'oreille de la personne qui l'écoute, là, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que ça marche beaucoup pour l'entrepreneuriat aussi, mais c'est un peu le contraire de qu'est-ce que le système scolaire nous enseigne, tu sais. Parce que le système Hum, scolaire, c'est genre, si, mettons, tu fais l'examen puis t'as pas une bonne note, ah ouais, mais c'est parce que t'as pas assez étudié avant, tu t'es pas assez bien préparé avant, versus des fois en création ou en entrepreneuriat, tu sais, Pas un tu te moment donné, ça prépares. donne rien de te Hum, préparer comme à l'infini avant de faire quelque chose parce que tu restes dans un état passif d'analyse, de paralysie par analyse, puis finalement, t'aurais dû juste faire un petit brouillon de rien, puis comme, tu sais, au pire, essayer ça, puis tu vois si ça marche pas, puis après ça, t'améliores à partir de ça. C'est sûr qu'au exactement. niveau de la création, sûr, tu veux créer une chanson, mettons, que tu trouves bonne déjà, mais à un moment donné, de vouloir toujours perfectionner, 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 faut juste que tu fasses d'autres musiques, puis tu vas continuer de progresser, puis d'apprendre, puis C'est ça. l'important, c'est que au moins tu progresses. C'est ça le principe du mindset de croissance, de pas juste voir la performance, ah, j'ai eu un A, ah, j'ai eu un B, mais est-ce que Hum. en apprenant, en étudiant pour cet examen-là, t'as-tu appris plus, t'as-tu progressé en tant que personne dans ton domaine, dans tes connaissances? Puis c'est un peu la même chose, je pense, au niveau créatif, Ouais, c'est musical, tu sais. Faut se c'est mettre ça. des limites puis se dire, OK, là, faut que je passe à l'action, faut que je livre mon projet, je peux pas juste rester dans le, ah, mais là, c'est pas assez parfait tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, troisième point, l'intuition est un guide puissant. Donc, il faut apprendre à se faire confiance, ressentir plus que réfléchir. Donc, ça, c'est vraiment un point qui peut faire peur à la majorité des gens qui se lancent en art. Souvent, c'est comme tu viens de dire, Mathieu, tout est dans tout. Avec le système scolaire, on est vraiment on nous apprend à réfléchir, à tout le temps être super analytique dans ce qu'on fait pour faire, tu sais, c'est quoi, c'est le calcul vaut le travail, je pense, l'expression, là, tu sais, c'est vraiment, faut réfléchir avant d'agir, puis tout ça. Mhm. Mais quand on fait de l'art, c'est vraiment l'inverse. Il faut vraiment juste ressentir, puis selon ce qu'on ressent, ben là, de l'exprimer. C'est vraiment ça, la base de l'art. Puis Rick Rubin, il fonctionne vraiment par intuition. La preuve, c'est même pas un musicien. Je pense même pas qu'il y a d'instrument. Peut-être qu'il joue de la guitare, peut-être qu'il joue du clavier un peu, mais c'est pas un grand virtuose. Mais pourtant, cet homme-là était capable de produire des hits pour tous les artistes que j'ai nommés au départ. Puis si on regarde les artistes avant, puis quand ils vont travailler avec Rick Rubin, il y a vraiment une différence que lui, il est capable de prendre l'artiste puis de l'amener à un niveau supérieur, puis l'amener dans un meilleur endroit pour la création. Donc, c'est là qu'on voit que lui, il fonctionne uniquement avec l'intuition, puis ça a super bien marché dans sa vie. Genre, il a fait sa carrière basée sur l'intuition. Fait que lui, tu lui demandes, t'es allé à quelle école, t'as fait quel cours, qu'est-ce que t'as fait. C'est juste moi, lui, il s'assoyait, il écoutait de la musique pendant 8 heures de temps. Puis là, à un moment donné, comment il a commencé dans l'industrie, c'est qu'il est allé voir des rappers, je pense, au début des années 80, puis il a dit Hey, c'est vraiment beau, qu'est-ce que vous faites? Mais il dit comment vous avez joué à soir, c'était pas bon, versus telle affaire que vous avez faite avant, moi, je vais vous aider. Puis les gars étaient comme t'es qui, toi? En plus, tu sais, dans le monde du rap, c'était juste, à ce moment-là, c'était juste des Noirs, tu sais, aux États-Unis qui faisaient ça. Puis lui, c'était un blanc, genre qui a zéro rapport dans ce milieu-là, tu sais, dans ce milieu super underground. Puis là, il a dit à ces gars-là, non, non, moi, je vais vous aider, vous allez voir ça, ça va être super bon. Puis les gars, ils ont accepté parce qu'il y avait comme rien à perdre. Tu sais, ils commençaient dans le monde du rap aussi à ce moment-là, du hip-hop. Puis ça a été un super bon projet, ça les a propulsés vers l'avant. Puis après ça, les gens ont commencé à parler, OK, ce gars-là, Rick Rubin, il a comme une expertise dans le monde du hip-hop. Puis là, éventuellement, il a fait le gros hit avec Walk This Way, puis il a pris Aerosmith. Il a appelé Aerosmith, puis il a dit, hey, voulez-vous faire la tune avec Run DMC? Puis à partir de là, ben là, les gens ont commencé à vraiment parler de ce gars-là, Rick Rubin, comme un gars super créatif qui a des idées que personne ne s'attendait à faire ça. Là. Mais lui, c'est 100% basé sur l'intuition, et sans plus. Donc, des fois, dans, dans le monde de la musique aussi, c'est beaucoup ça. Tu as souvent des gens qui sont super techniques. Les gens apprennent leur instrument par cœur, ils savent jouer n'importe quoi. Tu peux leur dire, joue-moi telle chanson. Ben, ils vont te la jouer de A à Z. À un moment donné, il faut comme un peu arriver à faire ça, mais aussi être capable de se déconnecter pour dire, OK, ben là, quand je crée, c'est quelque chose de différent. Il faut que j'y aille pas selon qu'est-ce que je suis habitué de jouer, mais un peu aller dans l'improvisation. Puis, tu sais, fait que ça vient avec le temps, mais c'est beaucoup une question d'intuition. Fait que il n'y a pas de gros conseils là-dessus à part aller avec ce que tu ressens, qu'est-ce que l'environnement t'amène, t'apporte. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire que ça. Là.
Fait que Mhm. tu peux Ouais. enchaîner. Ça, c'est vraiment spécifique plus au processus artistique, je pense, Oui, oui, beaucoup. parce que tu peux pas appliquer ça à l'entrepreneuriat vraiment. OK. Ouais, c'est ça. Créer, c'est une forme de méditation. Donc, c'est un moment de retour à soi, de silence, de recentrage. Lui, il parlait énormément de méditation dans son livre aussi pour les artistes. L'exemple le plus important que je pourrais donner, c'est les Beatles en 77, 68, je pense. Je me rappelle plus c'était en quelle année, en tout cas. Ils ont fait un voyage en Inde qui est comme devenu mythique un peu là, pour l'histoire des Beatles. Puis, il était avec un monsieur en Inde tu sais, dans les années 60, il n'y avait pas grand monde qui allait se promener en Inde juste pour le fun de faire un voyage. Tu sais, eux autres l'ont fait. Puis, ils sont allés avec quelqu'un là-bas que lui, c'était comme un spécialiste de méditation, mais c'était quelque chose de super avant-garde pour l'époque, super avant-gardiste. Puis, ils ont fait ce voyage-là. Puis, dans les tunes qu'ils ont créées là-bas, il y avait seulement une guitare acoustique et une tambourine, je pense. C'était les deux seuls instruments qu'il y avait. Puis, des chansons qui ont ressorti de ce voyage-là, ça a été vraiment dans les meilleures créations des Beatles, selon moi. Donc, c'est un peu pour dire que la méditation, c'est super important. Donc, lui, il parlait de méditation, de yoga, de plein de trucs, mais c'est vraiment un peu de se recentrer sur soi. Fait que n'importe quoi qui nous amène à faire ça. Tu sais, on est dans un monde où on est tout le temps surstimulé par plein de choses. Comme là, en ce moment, on fait un podcast, donc j'ai un écran devant moi, là, j'ai des notifications qui pop. Il faut que je sois alerte à ce que Mathieu va dire. Là, si je regarde par ma fenêtre, il y a du vent, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur. Donc, on est tout le temps euh, on a tout le temps des stimuli partout. Donc, de venir prendre un moment pour ça, de se recentrer, d'être dans le silence, dans le calme, ça peut être vraiment bénéfique pour la création. Donc, il expliquait que certaines personnes aiment bien aller créer dans des endroits, exemple dans un café où il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de bruit. Mais tu sais, tu n'entends rien, c'est comme un bruit constant, mais qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis il y a des gens pour qui de voir ça, voir la vie évoluer, mais qu'eux autres sont comme un peu en arrêt, ça peut les aider à créer. Puis à l'inverse, il y a des gens, il faut vraiment qu'ils aillent se réfugier dans le fin fond du bois, sur le bord d'un océan, sur le bord d'une rivière, tranquille, avec personne, aucun bruit, à part le bruit des vagues, mettons, le bruit du vent, les feuilles qui passent entre les arbres, là, tu sais. Donc, c'est deux façons de créer, mais l'important, c'est d'être en mesure de se ressourcer vers soi-même, de se recentrer, parce que la création vient de nous. Donc, souvent, qu'est-ce qu'il va dire dans son livre, c'est que les chansons existent déjà, ou pas existent déjà, mais les idées existent déjà. Nous, on est seulement un catalyseur pour l'idée. Donc, par exemple, ça, je pense que c'est Paul McCartney qui disait ça. Souvent, il faisait des rêves, il se réveillait le matin, puis il écrivait la chanson. Puis il dit, la chanson, c'est pas moi qui l'ai créée, il dit, j'ai fait un rêve, puis je pense que Let It Be, c'est arrivé comme ça. Là. Il a rêvé à ça, il a rêvé à sa mère, puis il a rêvé à Let It Be, puis la chanson est arrivée comme ça, puis le matin, il s'est levé, il l'a écrit en 5 minutes. Donc, souvent, c'est comme si, pour les créateurs, c'est souvent comme si l'œuvre existe déjà. On a juste besoin, nous, de la ressentir, d'être le catalyseur, puis après ça, d'aller la peinturer, d'aller l'écrire, d'aller la jouer. Tu sais. Donc, c'est un peu space comme concept, mais quand on est dans le domaine de la création, c'est vraiment là où on le ressent le plus. Je pense que ça peut s'appliquer au domaine entrepreneurial jusqu'à un certain point, dans le sens où il faut être vraiment un peu différent des autres, être un peu un genre d'outlier, parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part, c'est comme si on est en mode, on est centré sur nous-mêmes, on parle pas à personne, on écoute, puis on se dit, hey, il y a ça qui se passe dans le coin, qu'il y a juste moi qui remarque qu'il y a vraiment un besoin là, il y a vraiment quelque Mhm. chose qui ne marche pas là-dedans. Moi, je le remarque. C'est vraiment, tu sais, c'est un peu comme si ça vient de Tu sais, quand tu as une bonne idée, Matt, là, c'est vraiment, ça vient de ton intérieur, ça vient de toi. Là. C'est pas personne qui te l'a dit. Là, c'est vraiment, ben, tu sais, ça peut venir d'un signal externe, mais c'est vraiment toi à l'intérieur que tu sens que, hey, ça, pour de vrai, ça n'a pas de bon sens, que ça n'existe pas. Il faudrait que je l'invente. Tu sais. Oui, ben écoute, je pense il y a plusieurs choses avec ce que tu viens de dire, puis toute l'affaire de méditation, puis processus créatif. Puis moi, je trouve des fois, mettons que je. Tu sais, des fois, quelqu'un va te demander, ah, tu sais, faites quoi live? Genre, invente de quoi maintenant? Puis tout le temps, le syndrome de la page blanche, c'est comme, je sais pas, là, il y a trop d'affaires, j'ai rien qui me vient en tête. Puis souvent, moi, je trouve que les moments que j'ai comme des bonnes idées, c'est quand, justement, je m'en vais marcher, genre. Je sais pas, il y a Un quelque peu. chose avec le mouvement, puis comme sortir de ton environnement, puis comme, tu sais, éliminer, genre, d'autres distractions, ou te concentrer juste sur une affaire, ou juste sur rien en même temps. Puis ça, c'est une affaire que, mettons, l'intelligence artificielle, genre, ça a des bénéfices, des négatifs, mais une affaire que je trouve intéressant, c'est comment ça te permet peut-être, mettons, d'aller dehors, d'aller prendre une marche, puis de pouvoir jouer avec tes idées dans ta tête, puis le dicter à l'intelligence artificielle. Fait qu'après ça, elle peut tout enregistrer qu'est-ce que tu dis à voix haute, puis après ça, ben, tu peux réutiliser ça après pour, tu sais,
aller, tu sais, utiliser ça comme brainstorm, puis tester des idées, tester des choses créativement que tu as réfléchi. Fait que ça, c'est une utilité que je trouve de plus en plus qui est intéressant. Puis qu'est-ce que tu disais au niveau de comme l'idée, puis comme le processus créatif, c'est comme t'es vraiment juste un catalyseur de quelque Bizarre, chose. ouais. Puis ça me fait penser un peu à l'entrepreneuriat dans le sens que genre, mettons, j'ai une idée, genre, d'entreprise qui pourrait répondre à tel X, Y, Z besoin, genre. Ben, tu sais, des fois, on est comme, on veut absolument protéger notre idée, puis c'est comme, oh mon Dieu, mon idée, genre, faut pas que je dise à personne c'est quoi, parce que, genre, on va me voler mon idée, etc. Mais la réalité, c'est qu'une idée, ça vaut pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce qui amène vraiment de la valeur, c'est est-ce que tu es capable de l'exécuter, genre, cette idée-là, puis est-ce que tu es capable de créer de la valeur à partir de ça. Tant que t'as pas rien exécuté, ton idée, elle vaut absolument rien, genre. Mais ça me fait penser un peu au niveau, tu sais, créer une chanson, mais tu peux avoir une idée, mais l'idée est rien tant que tu l'as pas mis en place, Ouais, t'as c'est pas ça. fait, t'as pas enregistré quelque chose, t'as pas créé Mhm. quelque chose à partir de cette idée-là, tu sais. Fait que Mhm. l'idée, elle peut arriver, tu sais, tu peux être inspiré par quelque chose d'autre, ça peut être venu dans un rêve, mais tu sais, les rêves, tu sais, le cerveau, il peut pas comme inventer rien, il a juste eu Ah, c'est ça. plein de choses, puis à un moment donné, il a refait ça, puis il s'est inspiré plein d'affaires, puis il a créé une idée. Mais toi, en tant qu'artiste ou en tant que le but, c'est de prendre ça puis d'en faire quelque chose de concret dans la vraie vie, de l'exécuter finalement. Yes, la simplicité est une force, aller à l'essentiel, éliminer le bruit pour laisser parler l'authentique. Donc ça, c'était vraiment une question un peu de l'aspect encore une fois, la réflexion qui tue le processus créatif un peu là. Fait que des fois, il y a des gens qui veulent faire une chanson, puis là, qu'est-ce que tu veux parler? Puis là, ils partent dans des détours, puis là, c'est super compliqué, puis là, ça s'en va nulle part. Puis c'est vraiment l'exemple d'une mauvaise chanson où tu te dis, hey, pour de vrai, la thématique, l'idée de base était bonne, mais on a surcomplexifié la chanson. Puis là, c'est juste rendu mauvais parce qu'on sait pas qu'est-ce que la chanson veut dire, qu'est-ce que l'artiste voulait dire. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment mauvais. Mais des fois, il y a comme quelque chose de beau dans la simplicité. Ça ramène à l'authenticité. Donc, je pense dans le livre, je mettais une citation de John Lennon qui disait, genre, tu sais, pour écrire une bonne chanson, c'est pas compliqué, tu sais, faut que tu, straight to the point, tu dis qu'est-ce que tu as à dire, tu penses à un rythme en 4/4 dans ta tête, mettons, là, tu te donnes une certaine rythmique, tu dis qu'est-ce que tu as à dire directement, puis tu essaies de faire ça rimer un peu, tu sais, ben, lui, ça reste que c'est comme une légende en termes de songwriting, là, fait que c'est une exception, mais pour n'importe qui veut se lancer là-dedans, moi, c'est comme une des phrases que j'ai d'accrocher dans ma chambre, tu sais, quand je viens pour écrire, tu sais, je vois cette phrase-là, puis je suis comme, oh ouais, c'est ça, faut aller directement à qu'est-ce qu'on veut dire. On prend pas trop de détours. Des fois, on est mieux d'y aller trop simple, puis après ça, de complexifier que l'inverse, de partir dans des détours. Puis là, je vais faire des allégories, Mhm. puis des métaphores, puis des fois, c'est comme un peu trop compliqué. Puis souvent, les chansons que les gens vont aimer le plus, tu te dis, hey, pour de vrai, c'est simple comme bonjour. On dirait que ça a été écrit en 5 minutes. Tu sais. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Ça a peut-être pris bien du temps, puis bien des capacités artistiques pour écrire une chanson complexe comme ça. Mais quand tu l'écoutes, il faut que la personne l'écoute et dise, hey, pour de vrai, tu sais, Hey Jude ou Let It Be, c'est super simple comme chanson. Ça a l'air écrit en 2 minutes. C'est ça que tu veux comme résultat, quelque chose de simple, quelque chose d'authentique. Que tu écoutes ça, tu te dis, hey, tu sais, je me reconnais là-dedans. Là, tu sais. Fait que j'ai pas grand-chose à ajouter pour ça. Là, c'est vraiment ça. Des fois, c'est comme on se casse trop le basic pour ramener à la simplicité. Un peu en entrepreneuriat aussi, c'est la même chose. Des fois, là, on a tendance à dire, moi, je vais être la personne qui va inventer tu sais, Mhm. le, la prochaine grosse affaire. Mais tu sais, force est d'admettre qu'on n'est pas tous des génies. Donc, il faut des fois aller plus, peut-être un petit peu plus simple, plus authentique, plus rapproché à ce que nous, on est comme personne. Parce que, tu sais, Mathieu Davio, il y en a juste un comme toi sur la planète. Tu sais, fait que toi, tu as ton point de vue différent. Fait que de garder ça authentique, de garder ça simple à ta personne, force est d'admettre que tu vas trouver une idée qui peut-être que juste toi qui aurais eu, tu sais. Fait que, C'est ça. C'est comme ça me fait penser au phénomène Sam Sulek, qui a été vraiment un contraste dans l'industrie, mettons, fitness, que lui, c'était juste comme, il s'enregistre sur son iPhone, pas de montage, vraiment, pas ouais, grand-chose, c'est ça. pas d'effets Que spéciaux, tout le monde fait comme lui. pas de lighting, puis, tu sais, ça a été sa force, la simplicité, parce que les gens l'ont trouvé vraiment authentique, puis ils ont pu vraiment connecter avec lui. Puis, tu sais, c'est un peu ça qu'on fait avec le podcast, dans le sens que, tu sais, on fait ça sur un logiciel à distance, tu sais, il n'y a pas de gros artifices, rien de ça, mais le but, c'est juste d'être nous-mêmes, d'avoir une conversation intéressante sur un sujet qui nous intéresse, puis comme, tu sais, on y va plus à l'essentiel. C'est sûr que si on avait la capacité d'en faire plus, puis d'avoir plus d'artifices, ça pourrait être intéressant aussi, mais c'est que des fois, si on se limite trop à la perfection, puis à vouloir
aller faire X, Y, Z, plein d'affaires, ben c'est qu'à un moment donné, le truc se fait jamais parce que ça demande trop d'investissement de temps, d'énergie, mais ça peut quand même amener une valeur, par exemple, mettons qu'on fait le podcast, si les gens, anyway, s'ils font juste l'écouter, mettons, au niveau audio, puis qu'on a une qualité sonore quand même correcte, mais que les idées puis la conversation, ils trouvent ça intéressant, ben ça peut amener une valeur quand même qui aurait pas été là si on s'était limité à dire, ah ben là, ben on peut pas se voir tout le temps, on peut pas avoir une caméra à 1000 pièces puis je sais pas trop quoi pour que ce soit parfaitement beau et parfait. Mais tu sais, je pense que, à un moment donné, la musique, ça peut être quelque chose de similaire, même si on peut apprécier aussi des trucs plus complexes puis tu sais, élaborés. Mais des fois, la simplicité aussi, ça peut être une force, effectivement. Ça fait qu'on peut enchaîner. Mais les cycles sont naturels, donc il y a des hauts, des bas, des pauses, tout fait partie du chemin. Bon, croissance, c'est l'acceptation du rythme naturel. Donc, c'est un peu quand on a un peu le syndrome de la page blanche, tu sais. Puis c'est un peu il explique que c'est comme il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Donc, des fois, on a des périodes super créatives, on est comme en ébullition, là, genre vraiment, ça va super bien, on a des idées, ça roule. Il y a des périodes, des creux qui se passent absolument rien, ou des moments qu'on prend des pauses. Lui, il recommande des fois à des artistes de juste prendre une pause pour pas toucher leur instrument pendant 2, 3, 4, 5 semaines, des fois plus longtemps que ça, pour juste comme prendre un break, dire OK, prendre un pas de recul, revenir un peu à la source, puis après ça, recommencer à essayer de créer. C'est ça, c'est un peu juste d'accepter l'aspect du rythme naturel de la création, qu'on va avoir des moments plus forts, des moments moins forts. Donc, c'est pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est des choses qu'on sait un peu déjà, mais tu sais, des fois, de prendre un pas de recul pour après ça revenir plus fort, ça va être super important. Tu sais, c'est un peu le même principe qu'en entraînement, que la personne qui s'entraînerait à chaque jour pendant 3 heures par jour, elle risque le surentraînement, versus si quelqu'un a un plan qui est bien planifié, qu'elle s'entraîne juste, mettons, 4-5 fois semaine, avec des périodes de repos qui sont intégrées dans ça, des semaines de deload. Donc, cette personne-là va probablement progresser plus rapidement vers son objectif. C'est la même chose un peu en création. Là, on a l'aspect un peu de burn-out qu'on voit chez certains artistes. Exemple, Nirvana, c'est un bon exemple, que le, le chanteur, il s'est tellement burn-out qu'il a fini par commettre le suicide. Donc, il y a plein d'artistes comme ça qui font des overdoses, même chose, que c'est un peu, tu brûles la chandelle par les deux bouts, puis à un moment donné, ben, tu n'es juste plus capable de tenir ce rythme-là. Fait que c'est un peu de comprendre de connaître ses limites, de savoir quand s'arrêter. Fait que, ouais, ça ressemble Ouais. à ça. C'est comme Hormozy quand il parle des différentes saisons de la vie, différentes Ouais, saisons c'est de... ça. Tu Ouais. sais, peut-être que t'es dans une saison, faut vraiment que tu grindes puis tu travailles fort, mais tu peux pas faire ça éternellement. À un moment donné, faut que tu ralentisses puis que tu focuses sur autre chose, sinon tu vas brûler, comme on disait. Ouais. Puis au niveau des hauts, des bas, des pauses, tout fait partie. Je pense que c'est intéressant parce que puis ça, c'est une affaire que Hormozy avait dit à un moment donné, mais puis juste en général, notre cerveau fonctionne toujours par contraste. C'est tout qu'est-ce qui qu'on trouve cool ou qu'on trouve vraiment mauvais, ben, tu sais, ça fonctionne toujours par contraste. Ça fait qu'on a toujours un état neutre, puis, tu sais, notre neutre, ça va être notre base. Puis après ça, si on a une journée, mettons, que c'est vraiment une bonne journée, ben ça va toujours se comparer à cet état neutre-là. Puis c'est une façon de voir les choses, de dire, sans les journées neutres ou les journées même mauvaises, on pourrait pas apprécier autant les bonnes Ouais. journées parce qu'on n'aurait rien pour le comparer, tu sais. C'est comme, mettons, un autre exemple qu'on pourrait dire, c'est en nutrition. Tu sais, si je suis habitué de tout le temps manger quand même assez santé, focusé sur des fruits et légumes, des trucs quand même simples, des aliments entiers, ben si ça c'est ma base, qu'est-ce que je suis habitué à manger tout le temps, ben tu sais c'est neutre. Fait que tu sais je trouve ça bon mais sans plus. Mais comme la fois que je vais aller genre au restaurant manger un repas préparé par un chef où est-ce que tu sais, on va avoir acheté plein de beurre, des affaires, mais là je vais le manger puis je vais être genre waouh, c'est vraiment bon, tu sais. Versus si à tous les jours je mange de quoi de tout le temps extravagant, mais ça devient ma base. Puis là dès que j'essaie de manger de quoi d'un peu plus simple, ben là je suis comme ah ouais c'est comme pas tant bon. Fait que, tu sais, ça rend ça plus dur tu sais, à accepter puis à transitionner. Fait que c'est un peu la même chose. Fait qu'il faut voir la vie comme les hauts, les bas. C'est comme ils sont. Les deux sont importants parce que sans les bas, on pourrait pas apprécier autant les hauts, tu sais. Puis Ouais. les bas aussi permettent des fois d'apprécier notre état neutre, comme quoi notre état neutre il est positif parce que on n'est pas comme quand on tombe malade, mettons, ben là tu te rends compte comment t'es bien quand t'es juste pas malade, tu sais. C'est comme quand Mm. tu fais un entraînement, comme en ce moment on s'entraîne moi puis ma blonde pour faire un high rocks.
Fait qu'on fait des entraînements vraiment intenses, genre VO2 max, là. Tu sais que pendant que tu le fais, t'es comme en train d'être essoufflé, t'es tanné, tu veux juste arrêter. Puis là, quand tu finis, puis que là, tranquillement, tu reviens à la normale, tu sais, on parle souvent des endorphines, des trucs comme ça, mais tu sais, si j'avais pas été autant en douleur puis en souffrance, ben j'aurais pas pu réaliser que juste revenir à mon état normal, c'est tellement, genre, ça me fait tellement sentir bien parce que j'ai tellement souffert que là maintenant, juste ma normale s'est rendue comme incroyable, je me sens tellement bien, puis c'est tellement satisfaisant, tu comprends? Fait que les hauts et les bas sont vraiment importants dans plusieurs situations. Fait qu'il faut juste accepter, tu sais, le rythme naturel ça fait partie de la vie, puis c'est normal, ça peut pas toujours être beau, faut qu'il y ait des orages des fois, faut qu'il y ait de la pluie pour qu'on apprécie mieux le soleil après ça, tu sais, puis le beau temps. Parfait. Fait qu'on peut enchaîner. Yes, ça affûte ta sensibilité au monde, donc deviens plus attentif à ce qui te résonne, à ce qui t'inspire, moins de distraction, plus de présence. Donc, c'est un peu l'idée d'être un artiste versus juste faire qu'est-ce qu'un artiste fait. Donc, des fois, c'est une question d'y aller avec vraiment l'inspiration, d'être attentif. On l'a assez dit, je pense, dans le podcast aujourd'hui. Puis d'éliminer les distractions, là, peu importe, ça peut être quoi qu'on voit comme des distractions dans l'art qu'on fait. Mais souvent, il y a cette tendance-là à, par exemple, ceux qui jouent des instruments, exemple la guitare, ben là, tendance à pratiquer les chansons qu'on connaît déjà, tu sais, qui sont pas les nôtres souvent. Là, tu sais, juste pratiquer des covers, juste on pratique des chansons qu'on connaît, jouer des riffs. C'est pas là que tu développes ta créativité, que tu développes ton art. Là, tu es juste en train de un peu faire une réplique de qu'est-ce que les autres ont fait avant toi. Mais tu sais, c'est en essayant de dire, OK, peux prendre une chanson qui existe déjà, partir avec les mêmes accords, puis là, dire, OK, moi, je vais essayer de la réécrire, cette chanson-là, de improviser sur le solo, faire un solo qui est différent. Tu sais. Fait que c'est là qu'on va comme développer un peu plus notre aspect créatif. Puis c'est ça. C'est comme, je pense que ça reste que la création, c'est comme un outil qu'il faut que tu entraînes aussi. Là. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, là, tu sais. Que tout le monde, jusqu'à un certain point, peut être créatif. Après ça, il y a une question de génétique comme dans tout, mais je pense que tout le monde peut s'essayer là, d'une certaine façon. Fait que, tu peux enchaîner. Rien n'est figé, tout évolue, l'identité créative personnelle est en mouvement perpétuel. Ça, je pense que c'est vraiment comme le point le plus intéressant parce que en musique, souvent, tu as du monde qui ont tendance à dire ah ben là, j'ai fait un album à succès, que mon style c'était du punk, mettons. Ben là, il faut que je fasse du punk pour le restant de mes jours. Tu sais, je suis comme prisonnier dans cette cage-là de j'ai fait de l'argent en faisant du punk, fait que là, il faut que je fasse ça pour le restant de mes jours. Mais la vérité, c'est que l'identité créative, c'est en mouvement perpétuel. Fait que tu commences un projet des fois, puis en faisant le projet, ça, c'est ce que Rick Rubin il explique. Faisant, des fois, ça change complètement de trajectoire. Puis des fois, il dit c'est des accidents, mais il dit toutes les routes qui sont possibles. Quand tu vois un chemin, puis là, il y a comme un Y, lui, il dit c'est comme t'en as bien plus que ça. Tu as genre 16 routes possibles, mettons, là, on va dire. Là. Des fois, c'est plus que ça. Ben, c'est pertinent d'aller toutes les explorer, chacune de ces routes-là, pour voir au moins tu as trouvé la méthode qui fonctionnait pas. T'sais. Exemple, je pense que c'est une citation de Nikola Tesla. Là, il dit j'ai pas trouvé comment ça marchait, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui marchaient pas. Là, t'sais. Fait qu'en création, c'est vraiment ça, des fois, de dire ben, je sais pas qu'est-ce que la toune va être, mais je sais qu'est-ce qu'elle sera pas. T'sais. Fait que c'est déjà comme un point pour commencer. En entrepreneuriat aussi, c'est un peu le même principe. T'sais, des fois, tu dis j'essaie les affaires, ben là, je sais que ce job-là, j'ai pas aimé ça. Je sais que ce projet-là, j'ai pas aimé ça. Fait que je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais je sais que ça sera au moins pas ça. T'sais. Mhm. Fait que c'est comme une façon d'avancer d'une certaine manière. C'est pas la plus efficace peut-être, mais ça fait en sorte que quand on va toucher exactement ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui va nous émouvoir le plus, là, à ce moment-là, oh, on sait qu'on est à la bonne place. Puis l'identité créative évolue continuellement. Rick Rubin, à la fin de sa carrière, je sais pas, je l'ai dit au début, mais il a travaillé avec Johnny Cash. Puis Johnny Cash, tu sais, sa carrière était tellement longue, genre, ça a duré comme toute sa vie. Puis vers la fin, tu sais, Rick Rubin a amené des chansons à Johnny Cash. Puis il dit, hey, tu devrais jouer ces chansons-là. Johnny Cash voulait pas. Puis il y a de ces chansons-là qui sont devenues ses plus grands succès. Donc, tu sais, des fois, c'est une question de dire, pas parce que moi, dans ton identité, tu dis, même Johnny Cash, il disait, moi, je peux pas jouer ces chansons-là, ça me représente pas, c'est pas moi. Mais Rick Rubin, qui est une personne extérieure, il a dit, ben moi, je pense que tu devrais y jouer, puis ça va être super bon. Puis c'est devenu effectivement super bon, comme quoi l'identité créative peut tout le temps évoluer. Peut y aller, ouais. Créer, c'est se transformer. Chaque acte de création est une porte vers une version plus vraie de soi. Donc, c'est un peu l'idée de la phrase d'avant de juste comme l'évolution perpétuelle. Mais c'est l'idée de dire qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, tu sais, mettons, il y a des gens qui vont dire ah, ben, tu sais, c'est long avant qu'un certain artiste il arrive à faire des hits, mettons, à faire des chansons qui le représentent vraiment.
C'est parce que des fois, tu sais, chaque chanson, chaque truc que tu vas écrire, ben, c'est long avant que tu trouves exactement, tu sais, cette chanson-là, elle me représente, mais pas tout à fait, tu sais, à 50%, tu sais, ça me ressemble un peu, tu sais. Puis progressivement, à force d'accumuler ces textes-là, ces œuvres-là artistiques, que là, ça te ressemble, mais pas exactement. Éventuellement, tu te développes, tu sais qu'est-ce qui est pas nécessairement à toi, tu sais de plus en plus qu'est-ce qui te ressemble, qu'est-ce qui te représente. Puis ben là, éventuellement, tu trouves qu'est-ce qui est 100% toi. La même chose avec les business. Là, souvent, les gens, ils partent des business, puis ça prend leur première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième business avant de vraiment trouver genre, ah, ça, là, ça fitait 100% avec moi, ça me représentait, j'étais bien là-dedans. Puis souvent, c'est dans ces moments-là que quand le projet qu'on a nous représente à 100%, c'est là qu'on évolue le mieux puis qu'on performe le mieux, souvent. Là, tu sais. Puis des fois, ça peut changer en cours de route, tu sais. Au Mhm. début, t'avais un intérêt dans quelque chose, t'as commencé là-dedans, puis là, t'as développé d'autres intérêts, d'autres habiletés que t'avais pas avant, puis là, tu te rends compte que ça t'intéresse plus, fait que là, tu vas plus là-dedans. Tu sais, Ouais. tu peux commencer avec une niche, puis finalement évoluer ailleurs. Comme Rick Rubin, au début, c'était le hip-hop, mais tu sais, il a évolué dans Là, il plein y de a fait choses du métal. différentes, parce que tu sais, c'est un être, tu sais, qui peut se transformer, puis qui peut évoluer avec le temps. Tu sais, il y a énormément d'exemples comme ça, mais je pense que le fait de pas se mettre dans une boîte, puis qu'on est obligé à faire ça, puis de se Mhm. laisser tu sais, un peu ouvert à de la création puis à faire des choses alternatives, ça peut être bénéfique. Puis, tu sais, des fois, on peut être bon dans qu'est-ce qu'on fait, mais si on se laisse aucun endroit pour être un peu plus créatif puis sortir un peu de cette boîte-là, on peut peut-être pas découvrir une autre affaire qu'on a énormément de potentiel, mais on l'aurait jamais su si on n'avait pas un petit peu expérimenté sur le côté, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut se laisser une chance d'évoluer. Fait Oh, que là, là, on on est est rendu rendu dans dans les les 5 citations. citations. Ouais. Parfait. Fait que là, le podcast achève. On va finir ça avec 5 citations qui sont comme super importantes pour le livre, là, que ça résume un peu l'essence même du livre. Donc, le travail se révèle à mesure qu'on avance. Donc, souvent, c'est un petit rappel de juste dire, hey, pour de vrai, t'es pas le meilleur là-dedans. T'as pas personne n'a la solution magique, là. Des fois, il faut juste commencer, s'asseoir puis commencer. Puis, à mesure qu'on avance, il y a plein de chemins qu'on peut prendre. Puis là, progressivement, selon notre intuition, ben, on sait quel chemin prendre, quel suivre. C'est jamais un long fleuve tranquille. Tu as plein d'embranchements là-dedans. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est un peu un message d'espoir pour ceux qui veulent faire des trucs créatifs, des trucs artistiques, qui veulent essayer de commencer, ils savent pas trop comment. Pour de vrai, commence. Puis c'est Juste en être dans commençant l'action. qu'on va finir par. C'est dans l'action que tu vas finir par figurer qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis à force de le faire, ton intuition se développe encore plus. Puis après ça, ça va devenir encore plus facile de faire ce processus-là. Donc, c'est vraiment une question d'un effet boule de neige. Il faut que tu commences, puis à un moment donné, la boule de neige va embarquer. Exact. Ouais. Bon, être un artiste ne concentre pas ce que tu produis, mais la façon dont tu te relis au monde. Donc, c'est vraiment l'essence du podcast aujourd'hui. C'est comme, c'est pas associé nécessairement à ce que tu vas produire, mais à ce que tu es fondamentalement. Tu sais, c'est pas nécessairement ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc, c'est ça. Donc, la créativité, ça fait partie de comment tu regardes, comment tu écoutes ta façon d'être. Donc, c'est là que se cache le processus créatif, puis la croissance, comment on se développe personnellement dans ce processus créatif-là. Pas mal ça. Bon, l'art est un système de soutien pour la vie, pas l'inverse. Donc, tu sais, la création, c'est pas une fin en soi, mais c'est un outil de transformation, de guérison, d'exploration de soi. Donc, ça, c'est l'aspect un peu ésotérique, si on veut. Là. Moi, j'aime un peu moins ça généralement, là, mais tu sais, je pense que ça fait quand même du sens de. Il y a une raison pourquoi que les gens se mettent à créer. Tu sais, c'est souvent forme tu sais, des gens qui ont eu des traumatismes, des fois, puis là, ils disent, ah ben là, j'ai écrit ce texte-là, j'ai écrit ce poème-là, je dessine pour me calmer, tu sais, pour comme avoir une paix intérieure, là, tu sais. Fait que c'est un peu cet aspect-là. Et souvent, c'est qu'il faut pas, on a tendance dans notre monde maintenant, là, tu sais, tout le monde veut être un YouTuber ou faire des TikTok ou ben sinon, tu sais, devenir un rapper, genre tout le monde veut faire ça, là. À un moment donné, c'est comme, faut pas nécessairement voir le produit final pour dire, moi, c'est comme un peu ton livre sur les millionnaires, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit, moi, je veux être millionnaire, mais ils veulent tout pas faire qu'est-ce qui vient avant Mhm. ça. C'est un peu le même principe. C'est comme, tu sais, l'art, c'est vraiment, faut que tu le vives, faut que tu le sois, faut que tu le crées. Puis là, éventuellement, si tu deviens avec du succès et de l'argent, c'est pas ça que tu visais nécessairement. Tu visais de vivre de ton art, puis d'être un artiste. Fondamentalement, c'est là que la meilleure création va arriver, selon Rick Rubin. 100% d'accord avec lui. Mhm. Fait que être, faut que tu le sois avant de tu sais, faut que tu. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment dire ça, mais c'est encore une fois, c'est process. Genre, tu focuses sur le processus, tu focuses sur ton identité. Genre, faut que tu le sois avant de l'être un peu, là. Tu sais, Ouais, puis c'est c'est ça. ça qui t'amène à ton but au final, tu sais. Fait que là, il doit nous rester une dernière citation, peut-être. Après celle-là, il en reste deux. Ouais, il en reste deux. Celle-là puis l'autre.
Bon, fait que nous ne sommes pas la source de créativité, nous sommes le public de l'œuvre. Donc, c'est un peu pour dire, c'est pas nous qui. C'est un peu le truc que j'ai mentionné tantôt, que des fois, il y a des gens qui ont l'impression que c'est pas eux qui ont écrit la chanson, elle était déjà écrite, elle existait déjà. C'est juste ça prenait quelqu'un pour la catalyser, puis de la performer, puis de l'écrire, tu sais. Donc, c'est un peu cette idée-là que, justement, tout existe déjà dans la nature. C'est juste une question de nous, comment qu'on le perçoit, comment qu'on le transforme à la vue ou à l'écoute. Puis là, ben, on dit, ah, ben, tu sais, là, on fait une chanson sur la beauté de la nature. Ben, tu sais, tout ça existait déjà. C'est juste nous, notre perception, notre œil personnel qu'on a. Ça tombe bien parce qu'on est tous différents, chaque être humain. Donc, on a toute une perception un peu différente, là, tu sais. C'est ça. finalement. Puis, ouais, puis la dernière citation, la conscience est la clé, tout commence par l'observation. Donc, ça, c'est vraiment comme un peu la clé pour les gens qui veulent se lancer en art en général. C'est vraiment une question de, oui, tu as tout l'aspect technique qu'il faut apprendre si tu veux devenir peintre, si tu veux devenir musicien, si tu veux devenir comédien, whatever. Mais à un moment donné, pour être meilleur que les autres, te démarquer, pour faire ton style unique, puis trouver son essence là-dedans, c'est vraiment une question d'observation. La majorité des humoristes ont vraiment ça énormément. C'est une question de dire, OK, tout le monde vit en société, mais moi, j'observe la société différemment, puis je suis capable de venir faire un show d'humour avec ça, pour faire rire les gens, puis montrer un peu l'absurdité de notre système, des fois, de comment on fonctionne, comment notre société est. Fait que la majorité des humoristes, souvent, sont super, pas timides, mais tu sais, qui sont super renfermés, plus analytique, plus observateur. Fait que quand ils sont dans un groupe, c'est pas nécessairement la personne qui va vouloir faire rire tout le monde. T'sais. On peut penser l'inverse, que l'humoriste, ça va être souvent le clown, puis il va faire rire tout le monde, mais souvent, c'est un peu l'inverse. Ils se mettent dans le coin, puis là, ils regardent, ils observent, puis là, c'est là qu'ils viennent vraiment analyser, puis trouver des pistes, puis là, dire, hey, ça n'a pas d'allure, ben, je pourrais faire des jokes là-dessus, puis là, éventuellement, ils montent sur scène, ils font ça, puis là, ils font rire le monde, puis là, le monde dit, hey, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ouais, mais l'humoriste, lui, il est assis dans le coin, puis au lieu de parler, il écoute, puis il réfléchit, puis là, tu sais, c'est ça. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, ouais, dans le fond, c'est n'importe quelle chose, n'importe quel art que tu crées, n'importe affaire que tu crées, ça vient à la base de toi qui t'es ouvert au monde, puis qui a absorbé plein de choses, puis après ça, ton esprit permet de réorganiser ça, puis de créer quelque chose d'intéressant avec ça. Mais si Ouais. t'es pas ouvert sur le monde tu sais, de la façon d'un artiste peut l'être, à analyser un peu certaines choses, puis si t'es jamais dans ce processus-là de suivre un peu qu'est-ce que ton esprit te recrache dessus, genre, t'ignores tout le temps ça, puis t'essaies Mm, d'être trop rationnel, ça rend ça plus difficile. Fait que c'est mm, définitivement un truc, moi, je tendance à être très, très rationnel, mais des fois, ça a des avantages, c'est sûr, mais des fois, ça a des inconvénients que des fois, t'es paralysé par trop analyser, puis je me laisse pas assez comme exprimer ce que je veux, puis me lancer dans le vide, puis je suis moins dans l'action. Fait que faut que tu ailles la partie analytique, mais il faut aussi que tu ailles la partie de je me mets en action, puis je fais des choses, puis j'attends pas d'avoir la chose parfaite mm. dans ma tête avant de vouloir faire du progrès, tu sais. La croissance avant tout, finalement. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté le podcast Mindset Croissance aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le format des book clubs. Si vous avez aimé ça, on va continuer à en faire. Même si vous n'avez pas aimé ça, on va probablement continuer à en faire parce que moi et Mathieu, on est deux grands lecteurs. Puis on aime vraiment ça, s'instruire sur différents sujets qui touchent à n'importe quoi qui est mindset croissance. Fait que sur ce, on vous souhaite une bonne fin de Mhm. journée. Mindset croissance. Alright. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, écrivez-le en commentaire, puis mettez-nous un petit like pour nous encourager. Puis Mindset Croissance, on se retrouve dans un prochain épisode. On sait pas trop quand, à un moment donné.